Bonsoir à tous. J'ai eu l'honneur d'être invitée, d'être conviée à cette conférence pour pouvoir échanger avec vous sur la thématique environnement et participation citoyenne. Donc, moi, je suis repartie des fondamentaux de la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement durable, la déclaration qui date de 1992. Et cette déclaration affirme que la meilleure façon de traiter les questions d'environnement, c'est d'assurer la participation de tous les citoyens. Donc, c'est le tous les citoyens aussi qui a retenu mon attention dans cette définition. Et donc, je vais cheminer avec vous dans une première partie pour découvrir un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette problématique d'environnement? Comment est-ce que ça se traduit dans l'action et au niveau des villes? Et ensuite interroger tous les citoyens, de façon à ne laisser personne au bord de la route. Donc, faire avec les citoyens, c'est un principe de l'action qui a été énoncé en 1992 et qui s'est transformé sous forme de loi dans certains pays, mais pas dans tous les pays. La participation dans certains pays est sur la base du volontariat. Mais de plus en plus, la participation est au devant de la scène et des organisations comme l'OIDP le permettent. Par contre, affirmer que la participation est un indispensable ne répond pas à toutes les questions de méthode. Donc, le comment pose encore beaucoup de questions. Comment dépasser le simple recueil d'avis? Comment intensifier cette participation? Comment associer les publics à des sujets techniques? Comment faire participer tous les citoyens? Et c'est comment, il y en a énormément. Donc moi, là, aujourd'hui, en 30 minutes, je n'ai pas du tout ambition de répondre à tous ces comment, parce que je partage en moi, j'ai une conviction que je partage avec vous. Pour moi, la prise en compte des contextes, culture, identité, vulnérabilité, forces spécifiques à la fois des publics et des territoires font également partie des questions de méthode. Donc, le thème, c'est environnement et participation citoyenne. Au jour d'aujourd'hui, on parle de l'environnement comme l'enjeu majeur de notre siècle. La conférence est placée sous l'ODD numéro 11, le droit à la ville, sous les 2D numéro 16, paix et justice. Et moi, j'introduis au travers de cette conférence l'ODD numéro 13, c'est-à-dire l'ODD de lutte contre le changement climatique. Parce que pour s'inscrire dans un développement durable, on a cet ODD 13 qui vient bousculer, fragiliser la réussite de l'ensemble des autres ODD. Et l'impact du changement climatique a un impact au quotidien sur l'environnement. Donc face au changement climatique et pour la réussite du développement durable, il nous faut agir massivement et ce, dès aujourd'hui, car chaque gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère dure un minimum de 30 ans dans l'atmosphère. La plupart, le CO2 dure 100 ans et on a des gaz qui durent 200, 300, 400. Bref, on est sur plusieurs centaines d'années. Alors, j'introduis donc cet ODD 13 en lien avec ma thématique sur l'environnement. Donc, je vais prendre un tout petit temps pour cheminer avec vous rapidement, mais finalement, quand on parle de changement climatique, de quoi est-ce qu'on parle? Donc, je ne vais pas vous faire un cours magistral. J'ai utilisé un visuel qui a été élaboré sur la base du rapport du GIEC. Les rapports du GIEC, c'est le groupe intergouvernemental des experts pour le climat. Les rapports du GIEC, c'est entre 2, 3, 4 000 pages. On ne va pas s'amuser à les lire. En tout cas, on n'a pas l'expertise pour le faire. Donc voilà, je vous ai préparé un petit visuel qui permet de comprendre finalement les enjeux du changement climatique. Donc, le truc ne marche pas. Voilà. Donc là, en fait, au centre, on a le changement climatique en tant que tel. Le changement climatique, c'est quoi? Ce sont des gaz à effet de serre. Ce sont des gaz à effet de serre qu'on a en trop dans l'atmosphère. Et pourquoi on a ces gaz à effet de serre en trop dans l'atmosphère? C'est à cause de toutes les activités humaines.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moins de 200 ans, on est passé d'1 milliard d'habitants sur Terre à près de 8 milliards d'habitants. Donc c'est par intermittence. À près de 8 milliards d'habitants sur Terre à l'heure actuelle. Est-ce que je peux être aidée par la technique? Donc, le dernier rapport du GIEC l'affirme, le changement climatique est entièrement dû aux activités humaines. Les principales activités humaines, agriculture, industrie, transport, utilisation des bâtiments. Donc, les activités humaines génèrent de plus en plus de CO2. À ça se rajoute la déforestation, et la Côte d'Ivoire est bien placée pour savoir l'impact de la déforestation sur son pays. Donc, toutes ces activités humaines génèrent ce phénomène de changement climatique. La Terre est bien faite. Sur Terre, rien ne se perd, tout se transforme. Et le CO2, naturellement présent sur Terre, il a 3 puits de carbone. Il a les arbres, le CO2 c'est le carburant des arbres, il a les océans et il a l'atmosphère. Mais comme nous, les humains, on envoie de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère, eh bien, on arrive à ce phénomène de changement climatique. Et ce phénomène de changement climatique, lui, il a 6 principaux impacts. Ce qu'on constate tous, le réchauffement de l'atmosphère, le réchauffement de l'océan, le réchauffement, la fonte des glaciers, des calottes glaciaires et de la banquise. Mais pour nous, au quotidien, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a 2 impacts. Le dérèglement du cycle de l'eau et la montée des eaux. Et ces 2 impacts-là, conjugués avec l'augmentation de la chaleur, eh bien, c'est ce qui entraîne tous les impacts environnementaux qu'on a dans notre quotidien. Aussi bien au niveau biodiversité, problèmes sanitaires. On a parlé du Covid en référence dans le début de cette conférence. On a des risques d'emballement sanitaire avec le réchauffement climatique. Ce n'est pas le Covid, mais c'est d'autres virus qui ont été gelés depuis des dizaines d'années, des centaines d'années, et avec la fonte des glaces se réveillent. Par exemple, en 2016, en Sibérie, il y a eu une fonte des glaces, le méthane a explosé, et avec lui, les restes d'un renne contaminé est sorti, 4000 rennes sont morts. Donc le Covid, c'est quelque chose qui a changé notre paysage, mais le Covid, c'est... Bon, je suis peut-être un oiseau de mauvais augure, mais voilà, on risque d'en avoir d'autres qui ne s'appelleront pas pareil, mais qui auront les mêmes résultats. Et donc, pour nous, humains, les problèmes, c'est la canicule, l'incendie, la sécheresse, les cyclones, les crues et les submersions, avec au final 2 risques majeurs, la perte des ressources en eau douce et la baisse des rendements agricoles. Les 4 dernières cartes de cette fresque du climat présentent les conséquences au niveau humain. J'ai souhaité prendre le temps de vous présenter ce phénomène climatique parce que beaucoup de nos décisions, beaucoup de nos lois sont basées sur ce phénomène, mais très peu de nous a une image globale de ce qu'est le changement climatique. Donc, à gauche, les causes, à droite, les conséquences. Maintenant, on est au niveau des villes. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont les problèmes environnementaux au niveau des villes. Et donc, quand on reprend les éléments de cause du changement climatique, eh bien, finalement, on retrouve tout ce qui fait fonctionner une ville. C'est-à-dire que les transports, c'est la mobilité et l'aménagement du territoire. L'industrie, c'est l'emploi, c'est la production, c'est la consommation. L'utilisation des bâtiments, ce sont les logements, les services publics, les entreprises, les collectivités. Et l'agriculture, eh bien, c'est l'alimentation, c'est l'occupation des sols, mais c'est aussi les emplois. Donc, en fait, pour faire vivre une ville, pour développer une ville, pour penser une ville, toutes nos activités sont des activités qui sont à l'origine du changement climatique. Et
au sein d'une ville, on a aussi toutes les conséquences environnementales du changement climatique, à savoir les aérosols, donc pollution de l'air, les odeurs, le bruit, les ressources en eau douce qui diminuent, ce sont toutes les problématiques d'approvisionnement en eau et d'assainissement, la biodiversité, les villes détruisent les habitats, les pollutions chimiques tuent les différentes espèces et les espèces sont surexposées à toutes les conditions de la ville qui ne sont pas des conditions heureuses pour le vivant. Enfin, les vecteurs de maladies gérés par le changement climatique, ce sont également des problèmes de santé et d'assainissement à hauteur des villes. Donc, le thème de cette conférence, Ville, territoire durable, questionne finalement tous ces enjeux de l'ODD 13 qui viennent impacter la réussite de l'ensemble des autres ODD. Cette prochaine diapositive, elle est un petit peu violente, mais dans les problèmes environnementaux que j'ai présentés à la précédente diapo, je n'ai pas parlé des problèmes de déchets. Et pourtant, les problèmes de déchets, ce sont des problèmes du quotidien, et surtout dans les villes africaines. Là, je n'ai pas approfondi le déchet du quotidien, parce que demain, il va y avoir un panel sur cette question, mais j'ai voulu pointer un déchet qui risque d'avoir des impacts, enfin, qui a déjà des impacts environnementaux et sanitaires extrêmement graves pour nos populations, surtout en Afrique, ce sont les déchets du numérique. Les déchets du numérique sont extrêmement peu recyclés. Beaucoup de déchets du numérique partaient en Chine, jusqu'à ce que la Chine refuse d'accepter ces déchets du numérique. Aujourd'hui, la plus grosse décharge de numérique au monde se trouve au Ghana, donc juste à côté de nous, avec tout ce que ça veut dire en termes d'infiltration dans le sol, de pollution atmosphérique, etc. Donc, par rapport au développement durable des villes, et on l'a vu pendant la période du Covid, la digitalisation des villes est quelque chose d'essentiel. La digitalisation de l'Afrique, c'est une promesse de développement et de développement durable. On le voit par exemple au Ghana, qui accueille les plus grosses décharges du numérique. Là maintenant, ils utilisent des drones pour envoyer des médicaments en moins d'une demi-heure à 300 km, là où s'ils devaient passer par les routes, ils mettraient près de plusieurs jours pour arriver. Donc la digitalisation et le numérique sauvent les vies. L'Afrique se digitalise, mais la digitalisation, c'est aussi l'Afrique en termes de gestion des déchets numériques et excusez-moi, actuellement par rapport au numérique de poubelles du monde. Voilà, donc par rapport à ça, l'environnement finalement, c'est que nous sommes tous au niveau planétaire embarqués dans la transition écologique qui a 3 piliers. Un pilier environnemental, un pilier social et un pilier économique. Donc il nous faut trouver un nouvel équilibre entre activité humaine et environnement. Et il nous faut repenser nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble et avec le vivant. On parlait de biodiversité, on parlait de villes nourricières. Sans le vivant, on n'a pas cet équilibre-là. Donc c'est dans cette conception de la transition pour un monde durable que les citoyens sont conviés à participer. Alors, il y a plusieurs sortes de participation citoyenne, mais il y a des participations qui sont spontanées, qui n'attendent pas les institutions pour débuter. Alors, j'avais envie de partager avec vous une légende amérindienne. Excusez-moi, c'est un peu mon style de raconter des histoires. Donc, je vais vous raconter cette légende amérindienne. Donc, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, impuissants, observaient le désastre. Seul le colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Hé, colibri, mais tu n'es pas fou? Ce n'est pas avec tes gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Les citoyens
sont tous les colibris dont le monde a besoin pour pouvoir protéger l'environnement et la planète. Et quand je dis les citoyens, nous sommes tous des citoyens. Alors, j'avais envie de partager Yacouba Sawadogo, un paysan burkinabé qui fait revivre et améliorer le zaï. Donc, quand il était petit, Yacouba a plus de 70 ans. Quand il était petit, il voyait ses grands-parents utiliser la technique du zaï pour cultiver, planter des arbres autour de son village hyper aride. Et lui, des années plus tard, il s'est souvenu de cette technique pour arrêter le désert autour de son village. Il n'a reçu que peu de soutien, mais quand la nature a repris le dessus, c'est là que l'action de Yacouba a été justifiée. On a aussi cette jeune fille, Greta Thunberg. Elle est extrêmement connue. À l'âge de 11 ans, elle est allée s'asseoir dans la rue pour revendiquer en disant « Les adultes ne font rien, quelqu'un doit s'y coller ». Elle a eu 2 copines qui sont venues la rejoindre et aujourd'hui, Greta Thunberg est reçue aux Nations Unies et fédère des foules. Je discutais avec quelqu'un du Comité international des droits des enfants qui me disait « Cette jeune fille a créé un véritable mouvement mondial ». Donc, qu'est-ce qu'ils ont en commun, Greta et Sawadogo? En fait, ils font un constat, ils possèdent une connaissance et ils ont envie d'agir. Mais ces colibris qui démarrent seuls, qui luttent seuls, ils inspirent. Donc aujourd'hui, la technique de Yacouba est reconnue par des chercheurs et elle a été intégrée au Conservatoire des eaux et des sols. L'UNESCO l'a également facilitée. Quand j'ai découvert cette technique, je me suis dit, mais Yacouba a la chance de connaître cette technique parce qu'il vit dans un pays aride et ses ancêtres vivaient déjà dans un pays aride. Nous, en Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire connaît cette sécheresse. La famine arrive, mais nous n'avons pas cette richesse de transmission. Comment pouvons-nous nous relier à Yacouba, à tous les Yacouba, qui vont nous aider, nous aussi, à lutter face à des phénomènes qui étaient inconnus auparavant? Greta Thunberg, elle a fédéré des foules et j'ai eu la joie de voir que le 4 juin 2021, le Comité international des droits des enfants a décidé de prendre une résolution générale. La protection de l'environnement va devenir un droit de l'enfant officiellement. C'est une avancée énorme, mais c'est aussi une énorme responsabilité pour toutes les autorités publiques chargées de protéger les enfants. Donc, ces actions individuelles d'individus qui se lèvent seuls, leur importance, c'est que face à l'environnement, la participation citoyenne, c'est aussi une participation d'influence. Moi, je change de comportement, mon entourage est intrigué et mon entourage, lui aussi, à son tour, il change de comportement. Et de plus en plus, on devient nombreux à adopter un comportement respectueux de l'environnement. Et quand on est nombreux à adopter un comportement respectueux de l'environnement, eh bien, on envoie des messages aux décideurs. On envoie des messages à nos élus qui se disent « Tiens, la population se préoccupe de ça, ce n'était pas dans mes priorités, mais peut-être qu'il faut que ça le devienne. » Voilà, donc une forme de participation citoyenne à l'environnement, c'est une participation spontanée qui donne de l'influence, qui marque et qui donne envie aux élus et aux entreprises de suivre les opinions des citoyens. Donc, dans la participation citoyenne, on crée une dynamique sociale et cette influence est essentielle parce que la transition est une urgence et on a besoin d'un maximum d'engagement. Maintenant, cette transition, cette protection de l'environnement, j'avais envie aussi de donner un petit éclairage au niveau des élus parce que cette transition, on a aussi besoin d'une comptabilité. On l'a vu, les activités d'une municipalité génèrent toutes des gaz à effet de serre. Donc si on veut aller dans une ville durable et si on veut y aller avec les citoyens, il faut qu'on sache quel est l'objectif.
Donc, tous les rapports sur le climat nous disent que l'objectif, c'est de ne pas déplacer 1,5 degré supplémentaire en 2100. Et donc, la CNUC a cherché à se donner un objectif pour atteindre ces plus 1,5 degrés en 2100. Et cet objectif, c'est de ne pas dépasser 2 tonnes de CO2 par humain par an en 2050, en se disant qu'en 2050, la population mondiale sera entre 9 milliards et 10 milliards d'habitants. Alors, ça peut sembler abstrait, 2 tonnes de CO2 par an et par habitant. Mais c'est un ordre de grandeur. On pourra plus tard, je pourrais plus tard vous donner des explications, mais c'est un ordre de grandeur. Donc vous avez en fait les pays, là j'ai mis la France parce que je passe ma vie entre la France et l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire en particulier. Donc quand je suis en France, que je parle des problèmes de climat, d'écologie, de transition, de ville durable, etc., le discours, c'est il faut inventer sa vie bas carbone, c'est-à-dire que chaque Français, lui, il émet 10 tonnes par an. Et pour bien faire, il faut qu'il passe à 2 tonnes. Donc le chemin est clair, je dois diminuer à tout prix. Mais en Afrique, la question est inverse et elle est beaucoup plus complexe. C'est qu'aujourd'hui, les pays africains, ils sont à beaucoup moins d'1 tonne. 0,66 tonnes par an et par habitant. Mais il leur faut pouvoir développer cette ville durable, améliorer la qualité de vie de leurs habitants en étant dans cette dimension de « je ne dois pas dépasser 2 tonnes par habitant et par an ». On est à 2 pas de la COP26. La Côte d'Ivoire fait son nouveau document national, sa contribution nationale. Je n'ai pas lu les détails, mais quoi qu'il en soit, on est tous à partie de cet effort pour sauver la planète. Donc, à hauteur d'une ville et d'un territoire durable, la question qu'on doit pouvoir se poser, c'est comment penser notre futur en système ? Une ville durable doit être nourricière. Il y a de plus en plus d'habitants et on mange tous. Mais pour être nourricière, la ville durable doit avoir des terres à cultiver ou des toits plats ou faire de l'agriculture hors sol. Elle doit faire des choix. En tout cas, elle doit lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. Mais elle doit aussi promouvoir l'éducation et la formation pour permettre d'avoir nos agriculteurs urbains, pour permettre d'avoir notre transformation agricole urbaine, pour avoir tous les services. Donc c'est ça, pensée systémique. C'est que quand on s'adresse à la participation citoyenne, on doit pouvoir permettre aux citoyens de cheminer dans cette logique complète. L'éducation doit répondre à des besoins complémentaires par rapport à la durabilité. Le temps passe, donc je n'approfondirai pas le deuxième exemple que j'avais prévu, mais pour cette participation citoyenne dans le domaine de l'environnement, il n'y a pas de recette, je vous l'ai dit, chaque contexte est particulier. Par contre, il y a des indispensables. Et l'indispensable fondamental pour moi, c'est la prise de conscience. Ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 5-6 minutes de vous présenter le système climatique. J'espère que je n'ai pas été trop vite et que ça a été éclairant pour vous. Mais cette prise de conscience, elle est indispensable parce que quand on a pris conscience, on porte un regard différent sur son environnement. Et par rapport à ça, moi qui navigue entre l'Europe et l'Afrique, je dirais qu'il est urgent de démocratiser le savoir. Il est urgent, on est en Côte d'Ivoire, à chaque nouvelle cérémonie, à chaque anniversaire, des nouvelles tenues, un nouveau pagne. L'industrie textile est l'industrie la plus polluante avec l'industrie du ciment.
Une fois qu'on sait ça, est-ce qu'on peut interroger autrement notre façon de célébrer, même si culturellement, c'est vraiment ancré en nous? Je donnerai d'autres exemples après. Mais voilà, cette prise de conscience, pour moi, elle est indispensable. Après la prise de conscience, il faut aussi pouvoir renforcer les capacités de ceux qui sont chargés d'initier cette démocratie participative et cette participation citoyenne. Ça ne s'improvise pas. Et donc, comprendre les enjeux environnementaux, mais aussi comprendre les enjeux de la participation et avoir les méthodes pour le faire. Et là, au niveau des collectivités territoriales africaines, je n'ai eu l'expérience que d'une seule, celle de Cocody, où j'ai eu la chance de passer près d'1 an et demi. Il y a une difficulté majeure. C'est l'absence de compétences techniques pour aider à mettre en œuvre la vision des élus. C'est la difficulté de ne pas d'avoir des techniciens nommés sans qu'on puisse réellement les choisir. Et donc, ce renforcement de capacité, il est vrai partout, mais il est encore plus vrai ici qu'ailleurs, parce que quand on est dans une commune telle que celle de Cocody, avec autant d'habitants et qu'on a un seul travailleur social de prévu dans son organigramme sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit, on est en difficulté pour mettre en œuvre cette participation citoyenne. On est en réelle difficulté. Donc voilà, j'insiste sur ce point de renforcement des capacités. Mais un autre point d'attention, et je vais aller vite parce que le temps court, un autre point d'attention, c'est que dans l'environnement, on le sait, les décisions d'aujourd'hui ont un impact dans un futur lointain. La participation citoyenne rend le citoyen, en quelque sorte, responsable du futur. Le futur est valorisé. Ce qui vaut, c'est ce qui dure. Et ce qui a de la valeur, c'est d'être sur le long terme. Mais malheureusement, on risque de laisser un certain nombre de personnes sur le bord de la route. Parce que beaucoup de personnes en situation de précarité, et malheureusement, il y en a encore beaucoup trop dans le monde entier et beaucoup trop en Afrique où nous nous trouvons, ces personnes-là ont des difficultés à penser le futur, sont même en danger de penser le futur. On l'a vu pendant le Covid, penser le futur, c'était impossible. Il y avait des réserves pour 3 jours au plus. Je passe très vite. Et pourtant, ces personnes vulnérables, ces personnes en précarité, pour moi, ce sont des experts de la vie par carbone et de la transition. Quand je participe à des débats citoyens en France, les citoyens se posent des questions et les Africains ont les réponses. J'ai les réponses dans ce que je connais de ma vie africaine. Et souvent, je me dis, il serait peut-être temps que l'Afrique vienne aider l'Europe pour pouvoir penser sa vie bas carbone. Alors, je vais passer très vite. Il y a quelques indispensables qu'on pourrait voir dans la formation pour pouvoir penser une transition inclusive. Je vous ai mis des mots comme ça à la volée, mais il y a quelque chose d'indispensable pour pouvoir être inclusif, c'est d'être transparent, c'est de donner les règles du jeu dès le démarrage. Je participe, mais comment va être pris en compte mon avis? Ce qui est indispensable aussi, c'est de faire autrement, d'aller vers, et surtout pour les personnes qui ont du mal à se projeter dans le futur, c'est de pouvoir donner des termes concrets, de pouvoir donner des résultats tangibles, concrets. Ma question tout à l'heure à l'intervenant précédent sur l'économie sociale et solidaire, c'est parce que je suis persuadée que l'économie sociale et solidaire est un des leviers pour aider
la participation citoyenne dans le domaine de l'environnement, le citoyen créant lui-même des richesses grâce à son engagement en faveur de l'environnement. Et il y a 2 travers à éviter, c'est l'instrumentalisation et les fausses promesses. Certains disent, mais il y a des citoyens qu'on n'arrivera jamais à faire participer. Et là, je sais que je suis un peu trop longue, mais j'avais envie de vous dire, rien n'est impossible. On peut faire participer tous les citoyens et ne laisser personne au bord de la route. Et ce qui me permet de l'affirmer, c'est une expérience en Côte d'Ivoire. Pas du tout dans le domaine de l'environnement, mais dans le domaine de la justice des mineurs. À cette époque, j'étais consultante UNICEF et la justice des mineurs de Côte d'Ivoire cherchait son logo pour symboliser sa direction. Et avec la directrice, il y a eu une démarche innovante. Elle s'est dit, moi, je veux que ce logo, il appartienne à tous les enfants que je suis là à protéger. Et donc, elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a lancé une participation de tous les enfants sous main de justice incarcérés en Côte d'Ivoire. Un grand challenge pour trouver le logo de la justice des mineurs. Mais ce faisant, elle a invité, elle a donné l'occasion à tous les enfants sous main de justice de réfléchir à qu'est-ce que c'est que la justice. Et non plus simplement de dire « ouais, de toute façon, ils nous ont mis en prison, on ne les aime pas ». Non. C'était « mais c'est quoi la justice ?» Et à la fin, celui qui gagnait, on l'accompagnait, remise de peine, dans un projet professionnel suivi. Voilà le logo de la justice des mineurs qui a été fait de façon complètement participative. Et le parapluie, c'est justement l'aboutissement de la réflexion de ce jeune qui disait « mais finalement, la justice, elle est là et elle me protège ». J'ai eu l'honneur de faire partie du jury et ensuite on a appelé un graphiste pour pouvoir l'intégrer aux lettres de la DPGEJ. Donc laisser quelqu'un au bord de la route alors que la justice même réussit à le faire en cadre carcéral, je pense qu'on peut tous le faire. Enfin, puisque le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre les générations du futur à répondre aux leurs, moi, qui au début de ma carrière était une militante pour les droits des enfants, je terminerai cette intervention en disant « Faisons en sorte que la participation dans l'intérêt général et la protection de l'environnement fassent partie de leur ADN. Nous, adultes, nous devons réinventer nos vies. Si nous les éduquons avec les valeurs du vivant, avec les valeurs de la participation dans l'intérêt général, avec la valeur de la protection de l'environnement, ils n'auront pas de questions à se poser, ça va être naturel, là où nous, on a des difficultés. Donc j'ai réinterprété une phrase de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Ma conclusion, c'est « Soyons le changement que l'on veut voir dans le monde ». Merci infiniment. Merci. Il nous reste encore quelques minutes, on va dire une bonne vingtaine de minutes pour des contributions et éventuellement des questions. Alors, je rappelle que juste au sortir de cette conférence donnée par Madame Florence Ndakonan, nous aurons une petite pause café d'une dizaine ou une quinzaine de minutes, le temps de s'oxygéner et de revenir assister à, on va dire, 2 dernières conférences. La conférence sur le droit à la ville qui sera donnée par Giovanni Allegretti et la conférence sur la gouvernance et la démocratie participative donnée par le professeur Yves Cabane. Donc, rapidement, pour des contributions ou des questions. Micro, s'il vous plaît, mademoiselle. D'accord. Merci. Je voulais dire simplement que vu que c'est un thème assez important, l'environnement, il est important que les présidents de région et les maires aient un cahier de charges de la part de l'État. Il faut un cahier de charges avec donc des directives bien précises. Comme ça, les maires ou les présidents de région
pourront les respecter. Voici ma contribution. Merci. Le maire Jean-Marc Kiassé. On peut désinfecter le micro. Mademoiselle, par ici, s'il vous plaît. Juste là devant d'abord. Juste là. Voilà. En fait, je veux pas. Non, j'ai pas trop de questions. C'est comme il m'a dit un cahier de charge ou un truc fait par l'État. Je dis non. L'élu va aller faire avec le peuple, avec les administrés, un cahier de charge. Bon, enfin, si vous avez été élu, c'est que vous savez à peu près qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à votre administration, à vos populations. Donc pourquoi un cahier de charge ordonné par une autre personne qui va venir vous dicter ce que vous avez à faire? Non. Je pense que lorsque vous avez décidé de faire quelque chose, c'est que quand même vous savez où vous allez. Donc le cahier de charge, vous-même, vous pouvez le faire avec vos collaborateurs et vos administrés. Moi, c'est ma participation. Merci. Vous voulez réagir par rapport à ça, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas réagir. Non, nous sommes là pour échanger. Nous sommes là pour échanger. D'accord, on revient vers vous tout à l'heure. Oui, je crois que le juste milieu entre les deux interventions. Ce serait une très bonne chose aussi. Je pense qu'il existe, madame, le Fonds vert climat. Récemment, au Sénégal, il y a une mission qui a été engagée par l'État pour essayer de lever les contraintes qui faisaient que les collectivités territoriales ne pouvaient pas soumissionner au Fonds vert climat pour faire face au changement climatique. Il est clair que le développement durable, on va théoriser, et tant que la vie sur Terre sera subordonnée à l'environnement immédiat, forcément les hommes vont vivre. Je suis d'accord également avec madame, quand il faut effectivement investir dans nos enfants. C'est avec eux qu'on peut espérer des changements de comportement. Là, peut-être, on peut s'engager tous, collectivités territoriales, État. Tout à l'heure, dans la première conférence, ce que je voudrais entendre, c'est qu'il faut que l'État, les États sachent ce qu'ils veulent. Ou c'est le processus de décentralisation complet qu'il faut aller vers et avec les moyens en même temps, ou alors on décide de transférer les difficultés et dire les collectivités territoriales, gérez-nous les problèmes de population. Après, ils vont dire, en tout cas, nous avons donné aux populations leur possibilité de se gérer elles-mêmes sans transférer les moyens. Il faudrait que nécessairement qu'on aille vers ça. Et que définitivement, je crois que Madame la conférencière l'a dit, il faudrait qu'on ait des options définitives pour aller vers la prise en charge des préoccupations pour le développement durable. Ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Après, on dit solution alternative, exploitation de la forêt par les populations qui ne vivent que de la forêt parce qu'elles n'ont que la forêt à côté. Les charbons, les bois de chauffe et autres, à la réalité, elles n'ont que ça. Des fois même pour tenter de vivre. Moi, je l'ai dit dans une conférence à Tambacounda, j'ai dit, en général, les populations coupent le bois et ne font pas leur cuisson forcément avec le bois, font du charbon pour vendre, pour avoir de quoi manger. Après, l'alternative, on dit, c'est le gaz butane et tout. Est-ce que le gaz butane, on est en mesure de démocratiser pour permettre à tout le monde de l'avoir? Il faut qu'on opère à des choix définitifs et qu'on sache ce que l'on veut. Je pense que c'est cela qu'il s'agit. Il faut qu'on arrête ce ping-pong-là. Tout à l'heure, on a eu l'impression entre l'État et les collectivités territoriales, alors que nous devons être ensemble, mais être ensemble dans la confiance mutuelle et comprendre qu'effectivement, le développement durable, ce n'est pas une mince affaire, c'est une question de génération. Investissons dans nos enfants et d'une manière conséquente dans l'éducation et la formation. Merci. Une autre réaction, rapidement? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Je veux poser une question qui concerne la préférence. Déjà, elle a dit, Madame la conférencière a expliqué pour dire que l'Afrique a quelque chose à offrir. On se réjouit de cela, IMMS se réjouit de cela. Je veux savoir, est-ce que la préférence locale ne permettrait pas d'inverser un peu la tendance? Je le dis parce que malheureusement, on voit aujourd'hui notre jeunesse aimer les choses de l'extérieur. Il y a des jeunes qui préfèrent porter des maillots du Real de Madrid. Je n'ai rien contre le Real de Madrid, qui préfèrent porter le maillot du Real de Madrid, du PSG, de Lyon, plutôt que de porter les maillots de des équipes de Côte d'Ivoire.
Si nous avons une équipe, par exemple, à Odjene, une équipe de football, plutôt que de soutenir cette équipe, on préfère soutenir l'équipe de l'extérieur. Alors, quand on parle de préférence locale, plutôt que de consommer le vin de Palme, on s'extasie devant le vin de France. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais demander, est-ce que si on fait plus la promotion de la préférence locale, cela aiderait d'une manière ou d'une autre à permettre cette jeunesse-là de s'inscrire résolument dans cette thématique qu'elle vient de dire. Merci beaucoup. On va permettre à la conférencière peut-être d'intervenir rapidement là-dessus et on prendra deux autres interventions. Voilà. Allez-y, madame. Je voudrais intervenir sur les deux dernières prises de parole. Donc, monsieur qui disait que les populations sont obligées de couper le bois pour pouvoir faire du charbon et vendre, gagner un petit peu d'argent. Il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant pour le climat, c'est la méthanisation. Moi, je parlais des problèmes de déchets en Afrique. Les déchets, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur à celui du CO2. Le méthane, c'est le rot des vaches et c'est la dégradation des matières naturelles privées d'oxygène. La méthanisation se produit donc partout où il y a des déchets avec des ingrédients organiques. Cette méthanisation-là, ce méthane-là, soit il explose, il part dans l'atmosphère et il nous fait des gaz à effet de serre, soit on le canalise, ça fait du biogaz et ça crée de l'énergie. Donc il y a un potentiel d'énergie avec tous les déchets qu'on a organiques en Côte d'Ivoire. Après, il y a eu la stratégie nationale, je ne sais pas de quel pays est monsieur, mais il y a la stratégie nationale de lutte contre les gaz à effet de serre du fait de la déforestation en Côte d'Ivoire, avec ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Les arbres se nourrissent de CO2. Conserver des arbres et faire du planting d'arbres pour obtenir un périmètre qui est équivalent à ce qu'on a défini comme étant une forêt permet aux paysans de se faire payer. Donc il y a d'autres solutions, mais simplement, ces citoyens-là, il faut les aider avec de la recherche et développement. Ils ne peuvent pas avoir les solutions seuls, mais on peut les aider avec de la recherche et développement. Sur la deuxième question, évidemment, monsieur, je suis à 4000% d'accord avec vous. C'est-à-dire que, bon, moi je suis métisse africaine, mais j'ai été élevée en Europe. Quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, la première fois, j'avais 16 ans. Je m'extasiais devant toutes les beautés que je voyais ici. L'artisanat, enfin, j'étais mais vraiment transformée. Et mon père rigolait parce que j'étais la seule à être extasiée. Et il me dit, mais Florence, t'es bien une petite blanche. Il n'y a que toi qui peux voir la beauté. Les gens ici, ils n'aiment pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est avoir les choses de l'Occident. Créer de la valeur ici, c'est indispensable. Valoriser le local. Regardez, en France, on est sur l'acheter local. Mais même le savon, ils disent que c'est de acheter local. Sauf que le beurre de karité, il vient d'ici. L'huile de coco, elle vient d'ici. Tous les ingrédients de base pour faire un bon savon, ça vient d'ici. Mais c'est fabriqué là-bas. C'est mis ensemble là-bas. Tant qu'on restera sur nos matières premières, on ne sera pas dans la création de valeur. Tant qu'on valorisera ce qui vient de l'autre côté, on ne pourra pas voir toutes les richesses qu'on a ici. Donc je suis à 4000% d'accord avec vous, d'autant que tout ça, ça économise du CO2 pour la planète. D'accord, dans le fond, rapidement. Bonjour à tous, à toutes. Je suis Tonon Zachary, je travaille dans une ambassade des Pays-Bas. Alors, je voudrais partager avec vous une petite histoire. J'ai été voisin d'un monsieur qui est devenu maire
il s'est déplacé à pied. Une fois devenu maire, il a acheté une 4x4. Et après, il a acheté une V8, vraiment grosse cylindrée. Alors, ça m'a interpellé sur la question de gestion des collectivités, par exemple. Sommes-nous suffisamment, en tant que représentants des collectivités, suffisamment éduqués, sensibilisés sur la question environnementale? Je travaille pour un pays où le ministre de la Justice se déplace à vélo. Est-ce que c'est possible de voir ça en Afrique, en Côte d'Ivoire? Ça, c'est une question. C'est une question qu'il pose. Bon, ça mérite peut-être réaction, mais laissez-le continuer. Laissez-le aller jusqu'au fond. La première fois que je suis arrivé au pays. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Je travaille pour les Pays-Bas. Quand on est venu me chercher à l'aéroport, le DG d'une institution internationale est venu me chercher à vélo à l'aéroport. J'ai été un peu choqué, mais après j'ai compris qu'ils sont à un autre niveau d'éducation et de sensibilisation. Comment on peut aujourd'hui changer notre perception de l'empreinte carbone? Merci, je vous remercie. Mademoiselle, s'il vous plaît, vous venez ici, rapidement. Madame Dakona, vous voulez peut-être répondre à ça, s'il vous plaît? Oui. Effectivement, monsieur, ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est quelque chose de merveilleux. Et si ça pouvait se généraliser, ce serait génial. En Côte d'Ivoire, il y a un monsieur, là, son nom m'échappe. Il est dans les conférences avec un casque de vélo vert, pomme, pour promouvoir le vélo. Mais ici, vous voyez, quand je parlais de pensée systémique, penser la ville durable en système, il y a un préalable, c'est la sécurité. Et en Côte d'Ivoire, moi, je fais du vélo en France. J'ai toujours eu mes fils sur mon porte-bagages en France. Ici, je ne prends pas le vélo. Je n'ai pas envie de mourir demain, quoi. Donc, même si pour le carbone, il faut privilégier le vélo, il y a des préalables à faire avant. Et donc là, on peut penser le préalable du côté de l'éducation des enfants, du côté de l'éducation des automobilistes, mais aussi de la fabrication de pistes cyclables. Et après, on pourra espérer prendre plus de vélos. Merci. Allez-y, monsieur. Monsieur Dalé Oyuru Alexis, responsable de l'ONG Vacances Vertes. Vous avez commencé la conférence sur la déclaration de Rio, mais moi je vous ramène à la déclaration de Stockholm qui stipule l'homme a un droit fondamental à la liberté, l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet de vivre dans la dignité et le bien-être. Consciente qu'un bon environnement est une source de réussite et consciencieuse de façonner la conscience de nous, les humains. Ici, à Cocody, on dit Cocody, cité verte. Mais Cocody, cité verte, sans la participation de la population. La cité, elle est verte, elle est fondamentalement verte, mais sans la participation de nos enfants. Ça veut dire que de la maternelle jusqu'à l'université, l'enfant ne sait même pas comment la cité elle est verte, puisque ce sont des gens qui ont été embauchés par des contrats signés et qui rendent la cité verte. Donc l'enfant lui-même, de la maternelle jusqu'à l'université, ne peut pas se rendre compte que sa cité est verte. Et il ne connaît même pas comment le bois de teck se fait. C'est ainsi que nous avons initié Cocody, Vacances Vertes, les quelques bois de teck que vous voyez au lycée Tekini, au lycée classique, où la commune a eu l'aimabilité de mettre des peintures en envoyant les bois de teck. C'est nous qui les avons plantés, ensemble avec monsieur le proviseur
connaît Victor. Mais nous disons que pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit de plus en plus verte, il serait souhaitable que ce soit un programme national qu'on incorpore avec, vous avez parlé de la conscience, mais pour que cette conscience soit effective, il faudrait que depuis le primaire, l'enfant sache que ce qui est la semence du bois de teck. Parce que la semence du bois de teck, ce sont des graines de bois de teck qu'on prend, qu'on fermente, et le bois, il est réalisé. Vous avez donné l'exemple du Burkinabé. Ce sont des expériences enrichissantes que nous voulons bien mettre en œuvre pour que comment faire pour recouvrir le paysage forestier. C'est à cette problématique-là que nous voulons aller, et je pense que si nous pouvons aller à cette problématique-là, nous pouvons aisément, réellement contribuer à rendre le pays assez vert que de constituer des séries d'exploitation comme les CIB, compagnie ivoirienne d'exploitation de bois, qui, à hauteur de jurés, font de la diversification. C'est de l'argent qu'ils recherchent, mais au finish, c'est une fois qu'un bois qui a eu une durée de vie de 100 ans, qui a été exploité, pour qu'elle soit remise en cause, cela révèle un problème de conscience. Donc, j'aurais souhaité, et comme proposition, la cité de Cocody, qui soit, qu'on dit cité verte, que le ministère de l'Éducation nationale institue un programme pour instaurer le programme de la déforestation en milieu étudiantin. Je vous remercie. Merci. Merci. Je voudrais vous féliciter, madame, pour la qualité de votre présentation. On a appris beaucoup de choses ce soir. Moi, je voudrais simplement vous donner un exemple. Je suis donc le maire d'une petite ville à côté d'Abidjan et qui subit une pression urbaine incroyable. Il y a 5-6 ans, mes habitants faisaient de plantation d'EVA. Donc, vous savez tous que le prix de l'EVA s'est effondré et aujourd'hui même, c'est quasiment à perte que ces personnes font ces exploitations. En face de ça, on a une poussée urbaine qui nous vient d'Abidjan avec une flambée des prix du mètre carré urbain. Donc, dans l'équilibre des deux, si nous voulons préserver, ne pas favoriser l'étalement urbain qui est consommateur d'énergie et tout ça, et que nous voulons convaincre nos populations de maintenir des activités agricoles pour nourrir Abidjan, la grande métropole, il faut à un moment donné des arguments au-delà de la simple incantation, des arguments de survie et de rentabilité. Le développement durable, c'est la prise en compte des préoccupations des gens d'aujourd'hui et l'anticipation des préoccupations des gens de demain. Et dans le volet des gens d'aujourd'hui, on a très très peu de solutions pour convaincre une personne qui a intérêt, à qui on propose tout de suite 200-300 millions de francs CFA, de lui demander de continuer à préserver son vivrier d'igname, de manioc, etc. pour nourrir Abidjan, parce que le calcul est vite fait. Donc, dans tout le gros système énergétique de l'économie que vous nous avez montré sur la préservation de la couche d'ozone et tout ça, on a l'impression qu'il y a un gros bouillonnement intellectuel au niveau mondial, qu'un semi-bouillonnement intellectuel au niveau régional, un bouillonnement intellectuel au niveau national, mais que ça s'arrête là. Et que les stratégies, et je suis d'accord là, et je suis contre cette fois-ci à mi-chemin avec mon frère, monsieur le maire de Cocody, je suis plutôt d'accord avec Abraham qui disait qu'il faut que de la stratégie nationale, on décline des stratégies locales, des collectivités territoriales, parce que ce n'est pas le gars qui va faire un petit truc, qui va économiser 500 mètres carrés de forêt quelque part, qui va impacter la stratégie nationale. Il faut que la stratégie nationale, les collectivités y soient intégrées pour que ça donne du fruit. Et en face de cette stratégie nationale,
il faut qu'on mette des moyens nationaux. Pas seulement que les bailleurs de fonds nous disent, voilà, on vous paye des études, etc. Mais il faut pouvoir dire à celui à qui on a demandé de continuer sa production d'EVA, de continuer ou bien de continuer à planter telle ou telle spéculation, de lui apporter les financements nécessaires pour qu'il puisse contrebalancer, même s'il dit qu'il va attendre le temps que la ville se développe pour arriver à lui, il faut qu'il attende, il faut qu'on lui donne des moyens d'attendre. Et donc, dans le modèle économique global qui administre l'économie, comment on appelle ça, la question de l'environnement, on doit pouvoir dire à un moment donné, puisque les Africains sont en retard dans la production de CO2 nocive et tout ça, on doit pouvoir leur dire à ce moment-là qu'eux, ils ont la capacité non seulement qu'on les aide au niveau études et tout ça, mais aussi qu'on les aide au niveau capital pour que les investissements et les stratégies qui sont mises en œuvre et qui consistent à peut-être maintenir un couvert végétal ou favoriser des agricultures non consommatrices de produits nocifs à la couche d'ozone, ces apports en capitaux là soient apportés pour que nous, collectivités, nous puissions jouer notre rôle. Parce que lorsque vous trouvez devant quelqu'un qui a un bout de terre, sa seule préoccupation, c'est de vendre cette terre-là. Donc, je résume, stratégie mondiale, stratégie nationale. La stratégie nationale s'arrête à la nation, donc au niveau de l'État. Il faut qu'on puisse la décliner en stratégie locale, au niveau des communes, des régions, etc. Et que chacun, comme une espèce de cahier de charge, chacun sache ce qu'il doit faire pour contribuer à l'effort national. Et une fois que chacun sait ce qu'il doit faire, c'est comment on accompagne cette stratégie-là de moyens, non pas seulement en études, mais aussi en capitaux, pour que les populations qui en bénéficient puissent gérer d'abord leur quotidien avant de penser à demain. Merci. Merci. Dernière réaction juste derrière. Merci. Madame, un instant, s'il vous plaît. Juste une dernière préoccupation et on va aller à la pause café. Oui, je suis M. Siloué Yaya, adjoint au maire de la commune de Dikodougou, à 50 km de Korogo. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai retenu une de vos citations, faire avec les citoyens est un principe de l'action. Et le maire de Cocody a renchéri tout à l'heure en disant qu'il fallait faire le cahier des charges avec les populations. Je suis entièrement d'accord. Mais ce que je me pose comme question ici, c'est lorsque vous, en tant qu'élu, vous avez un projet et vous êtes convaincu de l'impact positif du projet pour la population et la localité que vous gérez, et en face, vous avez une opposition irréductible des populations, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je me pose. Parce que moi, nous avons eu 2 exemples chez nous. Quand on a été élu, le maire a fait venir un investisseur pour construire une usine de traitement de premier niveau de l'anacarde. Et on a eu une opposition des populations, des producteurs d'anacarde qui ne voulaient pas du tout. Parce que le monsieur a demandé que les gens s'organisent en GVC. Et ils ne voulaient pas entendre le mot GVC. Semble-t-il, ils ont eu des mauvais souvenirs avec les anciens GVC. On a tout expliqué, on a tout dit. Ils ont refusé carrément. Et l'investisseur est reparti. Voilà une perte, je pense, pour la municipalité. Deuxième exemple, ça, je pense que c'est lié aux valeurs culturelles. On a initié une opération don de sang. Vous vous imaginez pas, c'est qu'on a failli perdre même nos vies dans cette affaire. Parce que les gens nous ont posé la question, qu'est-ce que vous allez faire avec notre sang? Moi, je suis médecin de formation, mais j'ai dû expliquer en détail. J'ai même pris des exemples. J'ai dit, mais quand vous allez à l'hôpital et on vous transfuse du sang, vous pensez que ça vient d'où? Tout le monde était ébahi. Les gens pensaient qu'on fabriquait le sang. Je leur ai expliqué qu'on ne fabrique pas le sang, c'est quand on donne, la prochaine fois que quelqu'un en a besoin, on lui redonne. Voilà comment ça se passe. Mais dans une localité de 17 000 habitants, on a eu 14 personnes. 14 donneurs de sang, sur toute une journée. Alors moi, je me pose la question. C'est vrai qu'on fait le cahier de charges avec les populations. Mais quand vous avez un projet et vous-même vous êtes conscient que le projet est porteur pour la localité et que vous avez une opposition irréductible comme celle-là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est ma question.
La RDC rapidement. RDC rapidement. Oui, toute dernière question, Madame Dakounan, et vous concluez. Allez-y. Merci, Madame. Je suis Henri Christel Ongenja, de la République démocratique du Congo. J'ai juste 3 petites préoccupations. Je vais tout droit au but parce que je suis quand même curieux. Lorsque vous avez comparé les effets par rapport à des tonnes de stockage, ainsi de suite, en France et en Afrique, vous voyez qu'en Afrique, on doit tout faire pour ne pas atteindre des tonnes. Par contre, en Europe, on doit tout faire pour rentrer. Alors, tout à l'heure, au prédécesseur, ça doit être de Niamey ou l'autre, lorsqu'il parlait que les territoires n'ont pas accès au fonds vert. Que pensez-vous de l'idée, si on pensait, malheureusement, je ne vois pas le chef Thierry Mbassi ici avec nous, je l'ai vu pendant la pause, est-ce qu'on ne peut pas penser au niveau de la dynamique à un fonds de solidarité pour la justice climatique, pour que ces territoires des pays qui polluent prélèvent ne serait-ce que quelque chose pour soutenir les territoires des pays africains qui se posent et qui ont des problèmes. Deuxième préoccupation, vous avez parlé de la comptabilité. Bon, je ne sais pas, il s'agit de quelle comptabilité économique et environnementale ou il s'agit de quoi? Et enfin, lorsque vous avez parlé de conditions pour une ville durable, vous avez fait entre autres allusion qu'on devrait lutter contre l'étalement urbain et l'artificialisation des sols. C'est une bonne chose. Mais maintenant, il y a des réalités en Afrique. Pourquoi il y a l'étalement urbain? Parce que les conditions de vie, des services sociaux de base dans les territoires urbains, ruraux, ne sont pas réunis. On connaît les zones rurales. Et lorsque les populations, à la quête de la vie en croyant que c'est dans les villes qu'on va trouver quand même le mieux-être parce qu'on voit un peu l'électricité, on voit un peu le véhicule, on voit ceci. Et lorsqu'elles arrivent dans des villes, elles s'installent partout. Malheureusement, nos villes n'ont pas de plans d'aménagement urbain efficaces avec des services sociaux de base bien installés et nous vivons dans des taudis, des bidonvilles, ainsi de suite. Alors, comment faire en sorte que s'il ne faut pas étalonner nos villes, quelle stratégie faut-il faire pour stopper cet exode rural et maintenir les populations dans les territoires ruraux? Merci. Madame Dakounan, vous avez la parole. Le temps qui nous est imparti est largement épuisé. Oui. Si vous pouvez condenser tout ça. Voilà, allez-y. Certaines questions dépassent complètement le champ de la conférence. Par contre, dans les ODD, on a l'ODD 17. Je vais essayer de faire une réponse globale. Hein. Dans les ODD, on a l'ODD 17 qui convie à la coopération entre les États. Et dans cet ODD 17, réuni avec le DD 13, on a cette dimension de justice climatique. C'est-à-dire que les pays les plus industrialisés qui sont à l'origine du changement climatique se doivent d'accompagner par une aide financière internationale les pays qui sont les plus en danger et qui, eux, n'ont pas autant contribué au changement climatique. Les fonds verts sont là, les collectivités territoriales peuvent peut-être pas encore y abonder, mais par contre, c'est là où, je vous disais tout à l'heure, pour l'environnement, c'est une pensée systémique qu'il faut faire. Les fonds verts sont absolument pertinents, passionnants, à relier avec l'économie sociale et solidaire. Parce que des initiatives citoyennes peuvent, pour l'environnement, en faveur de la lutte contre le changement climatique, pour la promotion de l'économie locale, peuvent complètement être financées par des fonds verts et seulement s'ils sont capables de démontrer leur impact. Et démontrer son impact, c'est quoi? C'est le développement durable, il a ces 3 piliers.
environnementale, sociale et économique. Et cette économie sociale et solidaire, c'est véritablement un levier qui peut faire de ce défi climatique, enfin en tout cas moi c'est ma conviction, une opportunité pour la jeunesse africaine de pouvoir devenir son propre employeur en levant des fonds verts et en résolvant aussi les problèmes sociaux dont parlait monsieur en milieu rural. Parce que si on appelle ça fonds verts, on est quand même sur les 3 piliers, environnement, économique et social. Donc on peut tout à fait s'attacher à résoudre une problématique sociale qui entraîne l'exode rural et solliciter un fonds vert, parce que c'est la transition écologique. Et c'est là aussi que ce que j'appelais la comptabilité entre en ligne de compte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bon, moi, je fais une activité pour protéger l'environnement ou pour protéger la planète. Ça, c'est de la déclaration. OK, elle est où la preuve? Eh bien, la preuve, c'est dans la comptabilité carbone. C'est-à-dire que, par exemple, moi, vous avez un projet, vous voulez créer, je ne sais pas, une gestion des déchets pour faire une petite entreprise, etc., qui permettra d'annuler les déchets à un endroit. Ben, il y a un instrument qui permet de compter les carbones que vous allez économiser. C'est ça qu'on appelle la comptabilité carbone. Et sur le volet social, vous avez aussi des instruments qui vous permettent d'évaluer l'impact social de vos actions. Donc pour moi, le développement local est complètement en lien aussi avec la participation citoyenne dans le cadre de la protection de l'environnement. Maintenant, par rapport à votre ville, l'anacarde, elle était dans un intérêt individuel. On sait, c'est une façon de devenir un peu fonctionnaire quand on est... c'était une façon. Oui, pardon, l'EVA. C'était une façon, maintenant ça a chuté, ça ne tient plus ses promesses. Mais là, ce serait la même réponse qui avait été faite à Madame le maire qui s'est levée là tout de suite, non, qui est là, à savoir il faut faire un vrai diagnostic de votre espace, parce que vendre ses terres et gagner X millions sur le moment, c'est peut-être pas rentable sur le long terme par rapport au développement d'une activité. Et c'est aussi en lien avec ce que disait le monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à valoriser le local, à faire la promotion du local. Donc voilà, je m'excuse, je ne réponds pas en détail à toutes les questions, mais j'ai essayé de faire une synthèse. Merci beaucoup. Applaudissements.